peuvent essayer, mais quelqu'un peut essayer. Tiens, moi, je peux pas enregistrer, quelqu'un d'autre peut essayer. C'est quand même bizarre, quoi. Bon, donc c'est pas très grave, ok, pour cette fois-ci. Donc, ce qui se passe... Où est-ce que j'en étais, moi? QuickTime. iPad. Voilà. Donc, ce qu'il y a, en fait, c'est que d'été, ben, on peut dire que c'est la température au temps n+1 au point IJ moins la température au temps n au point IJ sur delta T. OK? Et donc, ça, c'est ce que je fais ici explicitement. Je dis que la température, la nouvelle température, c'est l'ancienne température plus dt fois dt. Et évidemment, ça, c'est ce que j'ai, c'est alpha fois le Laplacien. Et quand je résous ceci avec un nombre de pas de temps raisonnable, j'obtiens l'évolution de la température, donc la façon dont la température va se diffuser dans cette plaque. Hein. Donc vous voyez sur les bords, vous avez 200 degrés. Là, vous avez sur la frontière du dessus une parabole et vous voyez en fait que l'équation de la chaleur va faire que la chaleur va se transmettre dans la plaque du chaud vers le froid de telle manière à ce qu'à un moment, j'obtienne une température d'équilibre. OK? On n'a pas dit que la variation était linéaire. Là, c'est quand je résous au niveau stationnaire. Mais ici, j'ai mis une parabole, donc ce ne sera pas linéaire. J'ai mis une condition frontière qui fait que ce ne sera pas linéaire. Mais alors, je vois pas ce que signifie ce truc qu'on a dit tout à l'heure avec le gradient carré qui est égal à 0. C'est pour un cas particulier? Non, ce n'est pas pour un cas particulier. C'est qu'à un moment, là, vous voyez, ça ne bouge plus dans le temps. La solution ne bouge plus dans le temps. Et quand la solution ne bouge plus dans le temps, dt égale à 0, et là, j'ai que le Laplacien est égal à 0. Et donc là, j'ai le Laplacien de la fonction qui est égal à 0 partout. Bon, là, c'est encore un petit peu en train de bouger, mais à un moment, ça va arriver à un régime stationnaire, et ce sera cette solution-là. Et vous pouvez calculer le Laplacien en chaque point, et vous pouvez montrer que le Laplacien, quand on sera arrivé à l'état stationnaire, le Laplacien vaudra 0 partout. Compte tenu des conditions frontières, bien entendu. Il faut se dire ici qu'on est en 1D, hein, en 2D. Hein. En 1D, effectivement, on va tenir une droite à tous les coups. Ici, en 2D, on a une courbe. Okay, donc, on a un champ de température dans une plaque. On ne regarde pas dans un barreau. Donc, si on regarde la distribution maintenant de température, là, vous avez la distribution de la température dans la plaque. Et c'est une distribution qui est telle que quand on est arrivé à l'état stationnaire, donc ici, on a capturé toute l'évolution dans le temps de la température. Et quand on arrive à l'état stationnaire, eh bien, on a le Laplacien qui est égal à 0 partout. C'est peut-être plus parlant de mettre la carte des températures en fonction du temps. Vous voyez vraiment comme ça comment la température va se propager dans la plaque par diffusion. Donc, c'est un mécanisme de diffusion ici. Vous voyez que la température se propage dans la plaque. Donc, vous avez un pic de température parabolique ici sur une des parois. Les autres parois sont toutes à 200 degrés. Et vous voyez la diffusion de la température au cours du temps
dans le matériau. OK? Est-ce que ça illustre un peu le concept? Et à un moment, cette solution-là va plus bouger, et quand elle ne bougera plus, ben, le Laplacien sera égal à 0. On va attendre que ça finisse. Et puis pour vous faire plaisir, après, on va calculer le Laplacien partout, et je vais vous montrer que quand on est arrivé sur la dernière solution, le Laplacien vaut bien 0 partout. Donc là, on va arriver à un état stationnaire, hein, quelque part. Vous voyez que la solution ne bouge plus, donc dt égale à 0. Pourtant, le code tourne encore, hein, il fait encore des itérations. Il avance encore dans le temps, mais maintenant, on a atteint le régime stationnaire dans la plaque. C'est-à-dire qu'elle est à l'équilibre. Monsieur? Oui. Là, ça veut dire qu'elle est à l'équilibre, mais qu'il n'y a quand même pas la même température sur toute la plaque. Non. Mais non, parce qu'on fixe une température ici. Hein. La température là, qui pique à 350, oui. Elle est fixée. Donc, quelque part, on injecte de l'énergie en permanence dedans. En permanence, oui. Ok, j'avais mal compris ça. Ça va. Donc, ça veut dire qu'à un moment, sur les autres parois, il y a un flux de chaleur. La température est fixée, mais il existe un flux de chaleur. Et la chaleur part par les autres parois. Les autres parois ne sont pas adiabatiques, elles ne sont pas isolées. Elles sont à température fixée à 200 degrés, mais elles ne sont pas adiabatiques. OK? D'accord. Merci. Bon, ça se termine maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il prend super longtemps. Hein. Ah, voilà. Donc, j'ai cette solution-là, et on va calculer à partir de cette solution-là. Comment est-ce que je vais faire mon affaire, moi? Pour que ce soit propre, je vais le mettre là et puis je vais le faire copy-paste. Je vais mettre ça et je vais l'appeler L de IJ pour Laplacien. Tac. Vite fait, mal fait. Égale cette affaire-là. Blooms. On espère que ça passe. Ça passe. Et maintenant, si je fais figure mesh de L. Ah. J'ai un truc qui est pas égal à 0. Ben, ça, c'est bizarre. Comment ça se fait, ça? Quand c'est stationnaire, ça devrait être égal à 0. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah bah ça alors. Je blague. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis arrivé à un état stationnaire, là, donc vous êtes d'accord avec moi que dt ne bougeait plus. Donc le Laplacien de la température doit être égal à 0. Et donc, quand j'évalue ce Laplacien avec les dérivées secondes, ça doit valoir 0. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pour que ça ne vaille pas 0. Tout est stationnaire, les conditions frontières sont stationnaires. J'arrive à un problème stationnaire. Là, je fais bien mon truc. Ok, t égale t new. Donc, au dernier temps t, j'ai la bonne solution. Et là, j'ai un machin qui
ne fait pas du tout 0. N'empêche, ou alors c'est que je ne suis pas encore convergé dans le temps, peut-être. Ça m'étonnerait, mais... Ouais, c'est peut-être que je ne suis pas encore convergé au niveau de la résolution de l'équation. Donc c'est un peu embêtant, ça. Bon, bah écoutez, je vais éclaircir ce truc-là et pour la prochaine, je regarderai ce que ça donne. Je vois pas de bug apparent, mais bon, si c'était apparent, ce serait pas un bug, il serait déjà corrigé. 1, 2, TIJ, TIJ, 11, TIJ. J et là, le Laplacien, c'est bien la somme de ces deux trucs-là. Bah ça alors. Ça alors. Bon, je sais pas, dans l'état actuel, là, avec ce code-là, je sais pas vous montrer que le Laplacien vaut 0, mais il doit y avoir une petite erreur pas 1 quelque sur part. alpha, peut-être? Ou ça, 1 sur alpha? Non, ça doit être Laplacien égale 0 strict, quoi. Pourtant, on a obtenu un champ de température qui a l'air tout à fait correct au niveau de la physique. Hein. Vous voyez, là, on a bien 350 au milieu. Là, on a 200 partout ailleurs. Et il n'a plus l'air de bouger dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment le champ auquel on doit s'attendre, le champ de température auquel on doit s'attendre dans la plaque. Mais il y a un souci au niveau de... Au niveau de ce truc-là, c'est parce que j'ai oublié de mettre la grille. Ouf, il y a un problème. C'est parce que j'ai pas mis les conditions frontières. Bon, écoutez, je regarderai ça plus tard. Bon, normalement, à convergence, on doit avoir que le Laplacien vaut 0 pour la bonne et simple raison que dt égale 0. Donc là, je vous ai montré comment on résolvait avec un ordinateur l'équation alpha dt alpha d carré t dx carré plus d carré t dy carré et à convergence. Donc, quand le problème devient stationnaire, dt égale à 0, on n'a que le Laplacien est égal à 0. Donc ça, je n'ai pas réussi à vous le montrer ici. Je suis un petit peu désolé, mais enfin bon, j'ai improvisé quand même la résolution d'une équation, la résolution numérique d'une équation dérivée partielle avec MATLAB en un quart d'heure. C'est effectivement pas piqué des verres. J'aurais pas dû m'y risquer. Il me semblait bien que j'allais avoir un souci quelque part. Mais enfin, je crois que vous avez compris l'image globale. Maintenant, on s'en revient. Donc là, je vous l'ai montré en 2D. Maintenant, on va faire des choses plus simples. A priori, on va faire le problème en 1D. OK. Et là, en 1D, c'est beaucoup plus simple. Et on va considérer une barre, typiquement une barre de métal. Une fois, il me le fait, une fois, il ne me le fait pas. Hop. Tac. Qui va de x égale à 0 et x égale à L. Donc, 1D, ça veut dire que la dimension longitudinale est bien plus grande que les deux autres dimensions. Et on va mettre en x égale à 0, on va mettre une température T égale à T0, et en x égale à L, on va mettre une température T égale TL. Alors, si on dit qu'on n'a pas de terme source volumétrique,
et on dit aussi qu'on est arrivé en régime permanent. Dans ce cas-là, l'équation de la chaleur s'écrit d carré t dx carré égale à 0, ou encore t secondes égale à 0. Donc ça, c'est une droite, c'est l'équation d'une droite. Et donc la solution, elle va être du type t de x égale à a fois x plus b. Oui, ou alors en fait, dans le syllabus, je vais garder la notation du syllabus, elle va être égale à c1 fois x plus c2. OK? Et alors, pour calculer les coefficients C1 et C2, ben on fait comme on a fait en mécanique des fluides. On va dire que T en x égale à 0 égale C1 fois 0 plus C2 égale à T0. Donc ça me donne directement que C2 égale à T0. Et T en x égale L égale C1 fois L plus C2 égale TL. Et donc, ça me donne quoi? Ça me donne que C1 égale TL moins T0 sur L. Donc ça, je vous rappelle que C2, on venait de trouver que c'était T0. Donc, je résous ce système d'équations à deux inconnues. Deux équations à deux inconnues, ça se fait bien. Et donc, j'obtiens que le profil de température dans le matériau, T de X, c'est T0 plus TL moins T0 sur L fois X. Alors, quand on obtient ce genre de résultat, il faut toujours vérifier effectivement qu'on est bon au niveau des unités. Et donc là, j'ai des kelvins, là, j'ai des kelvins, là, j'ai des kelvins par mètre, là, j'ai des mètres fois des mètres. Donc, c'est bon, tout est bien en kelvins. OK? Et donc, c'est un profil de température linéaire qui va entre T0 et TL. Donc, par exemple, si, je vais le dessiner ici, si vous avez T0 égale 300K et TL égale, excusez-moi, TL égale 200K, vous allez avoir quelque chose qui a cette allure-ci. Quelque chose qui va descendre entre 300 et 200. 300, 200, ça va passer de 300 à 200 sur une longueur L. Ça va? Je peux calculer le flux de chaleur qu'il y a au sein de ce barreau. Et ce flux de chaleur, on va le calculer avec la loi de Fourier. Donc Q seconde égale moins K dt dx. Donc K dt dx. Donc j'ai T de x égale T0 plus TL moins T0 sur L fois x. Et donc dt dx égale TL moins T0 sur L. Ce sont bien les kelvins par mètre. Donc ça, c'est bon. Et donc, Q seconde égale moins K sur L, TL moins T0. Alors, à l'examen, faites attention. Je ne sais pas s'il y a des tuyaux crevés ou quoi qui circulent ou que sais-je, mais il y a toujours 20 à 30 personnes dans l'auditoire quand je leur demande de définir la loi de Fourier qui me donne cette expression-là par cœur. Vous êtes bien d'accord avec moi que ce n'est pas la loi de Fourier, c'est le résultat d'un petit exercice qu'on a fait dans le syllabus. OK ? Et donc, à partir de là, je peux calculer le flux en watts quand j'ai l'air de la section. Et donc là, c'est K fois A sur L fois T0 moins TL. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit apparaître un groupement. Donc ça, ce sont des watts. Hein, c'est la puissance thermique qui circule dans le barreau, le flux de puissance. Là. Vous m'entendez toujours, oui? Allô? Oui. OK. Oui.
Et donc ça, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pas le jour. Oui, est-ce que c'est bien partagé? Oui, ok. Et donc, ça, en fait, si vous faites l'analogie avec la loi de Ohm, U égale RI, ici, vous pouvez voir ça comme l'inverse d'une résistance, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir Q fois R égale T0 moins TL. Et donc, lui, il a le job du delta U, lui, il a le job du R, et lui, il a le job du courant. D'accord? Donc, vous pouvez, par analogie, définir une résistance thermique telle que Q égale 1 sur R, T0 moins TL. Donc, ça va être la résistance conductive, la résistance thermique, qui est l'inverse d'une conductance. RT égale donc L, longueur du matériau, sur K fois A. Plus le matériau est long, plus la résistance va être élevée. Plus la conductivité est élevée, moins la résistance est élevée. Et plus l'air est élevé, moins la résistance est élevée. Donc tout ça tient bien la route par rapport à ce que l'on vous a déjà enseigné en électricité. OK? Donc ça, c'est lié le flux de chaleur en watts à la différence de température via une résistance. C'est valable pour de la conduction. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe pour une paroi multicouche, donc ou un matériau composite avec 3 couches. Donc ici, j'ai une première couche. Et cette première couche, elle a une conductivité K1. La deuxième couche, qui est une épaisseur différente, elle a une conductivité K2. Et la troisième couche, elle a une conductivité K3. Et elles ont une longueur L1, L2, L3. D'accord? De telle manière que ceci représente 3 résistances thermiques en série. Donc vous avez l'équivalent ici de 3 résistances thermiques en série, R1, R2 et R3. Et donc, si vous établissez les flux dans chaque matériau, vous allez avoir que T0, donc ici on va se retrouver en... Ici je vais regarder aussi ce qui se passe au niveau des abscisses, toujours dans un problème 1D. Donc ici je suis en 0, ici je suis en 1, ici je suis en 2 et ici je suis en L. Et je vais regarder ce qui se passe aux bornes de chaque résistance. Donc T0 moins T1, je sais que ça va être le flux Q fois la résistance 1. De même, sur la résistance 2, T1 moins T2, la différence aux bornes de cette résistance de température, c'est Q fois la résistance 2. Donc là, je réécris 3 fois la loi d'Ohm dans chacun des constituants. Et T2 moins TL, c'est Q fois R3. Ici, c'est la même chose. Hein. Q, c'est le rôle du courant. C'est le même rôle que le courant. Et donc, c'est le même dans les 3 matériaux. Hein. Vous vous rappelez en élec, quand vous avez 3 résistances qui suivent, le courant qui passe dedans est le même. Ça va? Ça vous dit quelque chose? C'est bon, Oui. ça? Oui. D'accord. Bon, si ça se trouve, vous êtes plus fort là-dedans que moi et c'est certainement plus frais dans votre tête que moi, parce que moi, les cours d'élec, je les ai eus
En 1997 ou en 98, donc ça date pas d'hier. Enfin bon, la loi d'Ohm, ça reste quand même si on fait de la mécanique des fluides, la loi d'Ohm reste quand même à un moment donné en tête. Et donc, à partir de là, de ces trois équations, je peux définir le flux de chaleur. Hein. Je peux éliminer le flux de chaleur. Pourquoi je dis T4 là? Je peux éliminer le flux de chaleur. Oups. Et j'ai L1 sur K1 fois A, plus L2 sur K2 fois A, plus L3 sur K3 fois A. Et donc, en fait, on peut montrer que les résistances vont s'additionner en série, ce qui n'est pas une grande nouvelle, hein, vous le saviez déjà, évidemment. Donc, la résistance totale, c'est L1 sur K1A, plus L2 sur K2A, plus L3 sur K3A. Et on peut généraliser ça pour un matériau avec N couches. Donc, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des Li sur Ki fois l'air de passage. Et donc, fatalement, le flux de chaleur, c'est 1 sur la résistance totale fois T0 moins TL. Donc, ça, c'est pour un matériau multicouche. Un matériau multicouche, c'est équivalent à mettre plusieurs résistances thermiques en série. Par exemple, vous auriez ici du Gyproc. Et ici, vous auriez, je ne sais pas, une mousse. Qu'est-ce qu'il y a après du Gyproc je sais. Ou je ne vais peut-être pas prendre l'exemple, c'est peut-être pas un bon exemple dans ce cas-là. Mais vous auriez ici une brique, de la mousse isolante, et ici un mur en béton. Eh bien, vous pouvez calculer le flux de chaleur perdu au travers de ceci. OK ? Donc, il suffit de sommer les différentes résistances thermiques en connaissant les descriptions géométriques des matériaux ainsi que les coefficients de conductivité de chaque matériau. Maintenant, on va regarder un problème dans lequel on a de la conduction et de la convection. Et ça, c'est typiquement le problème de la fenêtre. Donc, j'ai un matériau d'épaisseur L. Je force un peu le trait ici, on est bien d'accord. Qui est toujours grand devant sa dimension transverse, de telle manière qu'on peut faire l'hypothèse d'un milieu 1D. Ça ne varie pas dans les autres directions. Et donc, j'ai une épaisseur L. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai L. Ici, j'ai l'axe des X. Et ce qui va se passer, c'est que ce matériau, mettons que c'est une vitre en verre, hein, un simple vitrage, vitre simple, avec un coefficient de conductivité K. Et en fait, l'idée, c'est que cette vitre, elle va être soumise côté chaud, donc côté intérieur de la maison, à un courant avec un coefficient HH, donc parce qu'on est du côté hot. Et dehors, vous avez le côté cold, vous êtes du côté cold, et donc vous allez avoir un coefficient de convection H cold. OK. Vous avez un écoulement avec un coefficient de convection H cold. D'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'on sait que dans le matériau, le profil de température, il va évoluer de manière linéaire, parce qu'on vient de le voir, dans un matériau 1D, c'est une droite quoi qu'il arrive, qui va passer par la température T0 et la température TL. Donc la température T0, c'est la température que vous mesurez à la surface de la vitre en mettant un thermomètre sur la surface de la vitre. Vous allez mesurer T0 côté salon, côté intérieur de la maison. Et si vous vous mettez dehors, côté jardin, vous allez mesurer TL sur la surface extérieure de la vitre. OK ?
Et entre les deux, ce qu'on sait, c'est que c'est une droite. On sait que loin évidemment de la vitre, la température, eh bien, c'est la température